Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, en ce 29 septembre 2025, nous allons aborder un sujet qui est dans tous les esprits depuis quelques années maintenant. La guerre en Ukraine. C'est un sujet dont nous entendons parler tous les jours aux infos, avec des images de soldats, des reportages du front et des discussions entre dirigeants mondiaux. Tout cela peut sembler très compliqué et lointain, mais que se passe-t-il réellement là-bas? Et pourquoi tout a-t-il commencé? Pour comprendre la situation, nous devons enfiler nos chapeaux d'explorateurs et voyager à travers la géographie et à travers le temps. Pour comprendre le présent, nous devons d'abord voyager dans le passé. Les histoires de la Russie et de l'Ukraine sont profondément entrelacées, à tel point que beaucoup les appellent des nations sœurs. Leur histoire commune commence il y a plus de 1000 ans, dans un état médiéval appelé la Russe de Kiev, avec sa capitale à Kiev, la ville même qui est la capitale de l'Ukraine moderne aujourd'hui. Pour les Russes et les Ukrainiens, cet État ancien est le berceau de leur civilisation, de leur religion et de leur culture. Cette origine partagée est un point fondamental, souvent utilisé par la Russie pour affirmer que les deux peuples ne font, en substance, qu'un. Cependant, au fil des siècles, leurs chemins ont commencé à diverger, différentes régions tombant sous l'influence de divers empires, comme la République des deux nations, et plus tard, le vaste empire russe. Pendant une grande partie de l'histoire moderne, l'Ukraine n'a pas existé en tant qu'État pleinement indépendant sur la carte de l'Europe. Une grande partie de son territoire a été incorporée à l'Empire russe sous les tsars, qui ont mis en œuvre des politiques de russification, supprimant la langue et la culture ukrainienne pour promouvoir une identité russe unique et unifiée. Cette longue période de domination russe a laissé un héritage durable de proximité culturelle et de ressentiment profond. Puis vint le XXe siècle et la création de l'Union soviétique. L'Ukraine devint l'une de ses républiques fondatrices, la République socialiste soviétique d'Ukraine. Bien qu'elle ait eu ses propres frontières sur le papier, tout le pouvoir réel était détenu à Moscou. Cette ère fut marquée par d'immenses souffrances pour le peuple ukrainien, notamment l'Holodomor, une famine provoquée par l'homme dans les années 30, qui fit des millions de victimes et est considérée comme un génocide par l'Ukraine et de nombreux autres pays. L'effondrement de l'Union soviétique en 1991 fut un événement monumental. Comme de nombreuses autres républiques, l'Ukraine a saisi l'occasion de déclarer son indépendance totale. Lors d'un référendum tenu en décembre 1991, une majorité écrasante d'Ukrainiens ont voté pour se séparer de Moscou, y compris ceux des régions comme la Crimée, le Donbass, et ont voulu forger leur propre destin en tant que nation souveraine. La Russie, alors dirigée par Boris Eltsine, a reconnu l'indépendance de l'Ukraine. Cependant, la séparation n'a pas été sans heurts. La Russie post-soviétique n'a jamais complètement accepté la perte de l'Ukraine, qu'elle considérait comme stratégiquement vitale pour sa sécurité et centrale pour sa propre identité historique. L'équilibre délicat que l'Ukraine avait maintenu depuis son indépendance a été brisé fin 2013. L'histoire commence par une promesse, l'accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne. Il s'agissait d'un accord qui rapprocherait l'Ukraine de l'Union européenne, intégration politique, intégration économique profonde. Pour de nombreux Ukrainiens, en particulier la jeune génération, cet accord symbolisait une rupture définitive avec le passé soviétique du pays et un pas ferme vers un avenir européen, avec ses valeurs percées de démocratie, d'état de droit, prospérité. L'accord était en préparation depuis des années et devait être signé en novembre 2013 par le président de l'époque, Viktor Yanukovych. Cependant, juste une semaine avant la signature prévue, le président Yanukovych, sous l'intense pression de la Russie de Vladimir Poutine, a brusquement annoncé qu'il ne signerait pas l'accord. Il a plutôt signalé un désir de relancer des liens économiques plus étroits avec la Russie. Ce revirement soudain a été un choc profond pour une grande partie de la population ukrainienne. Cela a été ressenti comme une trahison, un vol de leurs rêves européens. En réponse, un petit groupe d'étudiants s'est rassemblé sur la place centrale de Kiev, la Maïdan Nezalezhnosti, ou place de l'indépendance. En réponse, un petit groupe de journalistes s'est rassemblé sur la place centrale de Kiev, la Maïdan Nezalezhnosti, ou place de l'indépendance. Ce qui a commencé comme une petite manifestation pacifique est rapidement devenu un mouvement national massif, connu sous le nom de Révolution de la Dignité, ou l'Euromaïdan. Les protestations ont duré 3 longs et brutaux mois, à travers l'hiver ukrainien glacial. Le Maïdan est devenu un vaste camp de protestation, une ville dans la ville.
Des centaines de milliers de personnes de tous horizons ont exigé la démission du président. Étudiants, retraites, chefs d'entreprise, artistes. La réponse du gouvernement est devenue de plus en plus violente. La police anti-émeute a été déployée. Les affrontements avec les manifestants sont devenus de plus en plus meurtriers. La situation a atteint son point culminant tragique en février 2014. Des tireurs d'élite ont ouvert le feu sur les manifestants, tuant plus d'une centaine de personnes. Ces événements horribles, diffusent dans le monde entier, ont scellé le sort du gouvernement de Yanukovych. Face à une perte totale d'autorité et à la défection de ses propres forces de sécurité, le président Yanukovych a fui Kiev. Il a finalement refait surface en Russie. Le Parlement ukrainien a rapidement voté pour le destituer et mettre en place un gouvernement intérimaire. Cependant, la Russie a vu ces événements sous un tout autre jour. Le Kremlin présente la révolution comme un coup d'État violent et illégal orchestre et finance par les puissances occidentales. Ce récit deviendrait la justification de ses actions suivantes, l'annexion de la Crimée, la guerre dans le Donbass. Pour vraiment comprendre pourquoi l'invasion à grande échelle a eu lieu en 2022, nous devons creuser plus profondément que les événements de 2014. Le conflit est alimenté par un mélange puissant de 4 causes sous-jacentes majeures. La première, la géopolitique. Du point de vue de la Russie, l'expansion vers l'est de l'OTAN est une menace existentielle. Après la guerre froide, de nombreux pays d'Europe de l'Est ont rejoint l'OTAN. La perspective que l'Ukraine rejoigne l'OTAN était considérée comme la ligne rouge ultime. La deuxième cause, la concurrence pour les ressources et l'influence économique. L'Ukraine n'est pas seulement un vaste territoire, elle est riche en ressources naturelles. Elle possède certaines des terres agricoles les plus fertiles du monde, le grenier de l'Europe. Elle possède d'importantes réserves de charbon, du minerai de fer et d'autres minéraux essentiels. De plus, son territoire est traversé par un réseau de pipelines. Ces pipelines ont historiquement transporté le gaz russe vers l'Europe. Contrôler l'Ukraine signifiait avoir son mot à dire sur le flux de ses ressources et les revenus qu'elle génère. Pour la Russie, perdre l'Ukraine signifiait perdre un corridor énergétique vital et faire face à un concurrent économique à sa porte. La troisième cause, la politique intérieure de la Russie. Pendant des années, Vladimir Poutine a cultivé l'image d'un leader fort restaurant la grandeur de la Russie. Rallier le pays contre un ennemi extérieur est une stratégie pour stimuler le patriotisme et détourner l'attention des problèmes internes. Le récit de la protection des russophones à l'étranger et de la reconquête des terres historiques résonne chez une partie de la population. La guerre peut être vue comme un projet visant à assurer la survie à long terme du régime à Moscou. Enfin, le conflit porte profondément sur la question de l'identité. L'Ukraine est-elle une véritable nation avec sa propre langue, culture et histoire? Ou est-elle, comme le dit Vladimir Poutine, une création artificielle de l'ère soviétique? Pour la grande majorité des Ukrainiens, leur identité nationale est non négociable. La guerre est devenue un combat pour leur droit même d'exister en tant que peuple souverain. Ce choc des identités, l'une impériale et expansive, l'autre nationale et défensive, se trouve au cœur du conflit. Imaginez 2 maisons, côte à côte, qui partagent un jardin depuis très longtemps. Pendant des années, les familles s'entendaient, parfois plus par obligation que par choix. Elles partagèrent les ressources. Elles vivaient sous des règles similaires, établies par la plus grande maison du quartier. Puis, un jour, la maison plus petite décide qu'elle veut construire sa propre clôture, planter ses propres fleurs et inviter d'autres amis. La maison plus grande, habituée à avoir son mot à dire, y voit une menace. Cette analogie nous aide à cerner le cœur du problème. C'est une histoire d'indépendance, d'influence et de lutte pour définir sa propre voie. La guerre en Ukraine est une manifestation dramatique et tragique de cette lutte. C'est un affrontement entre une nation qui s'efforce de consolider sa souveraineté et un puissant voisin qui cherche à maintenir sa sphère d'influence. La guerre en Ukraine est loin d'être un simple jeu à 2 joueurs. C'est une crise internationale complexe, impliquant un large éventail d'acteurs, chacun avec ses propres intérêts, se déroulant sur un échiquier mondial. D'un côté, nous avons l'Ukraine, une nation qui se bat pour sa survie et sa souveraineté, depuis 2014, et surtout depuis l'invasion à grande échelle en 2022. Son objectif principal a été de défendre son territoire, préserver son indépendance, assurer son avenir en tant qu'État européen démocratique. Dirigée par le président Volodymyr Zelensky, l'Ukraine a opposé une résistance féroce, s'appuyant sur la détermination de son peuple et sur le soutien massif de ses partenaires internationaux.
Pour l'Ukraine, les enjeux sont absolus. La victoire signifie la survie. La défaite signifie la fin de leur nation, telle qu'ils la connaissent. Opposée à l'Ukraine se trouve la Fédération de Russie, dirigée par Vladimir Poutine. Les objectifs déclarés ont évolué, mais les objectifs fondamentaux semblent être empêcher l'Ukraine de rejoindre l'OTAN, assurer le contrôle des territoires qu'elle a annexés, rétablir une sphère d'influence sur ses voisins post-soviétiques, affaiblir l'alliance occidentale, remettre en question l'ordre international dirigé par les États-Unis, créer un monde multipolaire où Moscou serait un acteur majeur. Pour y parvenir, elle a déployé toute sa puissance militaire et mène aussi une guerre sur les fronts économiques et informationnels, dans l'espoir d'épuiser la résistance ukrainienne et la détermination de l'Occident. Un acteur crucial est l'OTAN. L'Alliance ne combat pas directement en Ukraine, pour éviter une guerre directe avec une puissance nucléaire. Ses membres ont été les plus importants soutiens de l'Ukraine, dirigés par les États-Unis. Ils ont fourni des quantités sans précédent d'aide militaire, y compris des chars, de l'artillerie et des systèmes de missiles avancés. Ils ont aussi imposé des sanctions économiques radicales à la Russie. Pour l'OTAN, le conflit est un test de crédibilité et un combat pour défendre le principe des frontières intangibles. Cela a conduit au renforcement et à l'expansion de l'Alliance. La Finlande rejoignant, la Suède rejoignant. Au-delà des principaux protagonistes, d'autres puissances jouent à des rôles importants, parfois ambigus. L'Union européenne a montré une unité remarquable, accueillant des millions de réfugiés ukrainiens, imposant des sanctions à la Russie, accordant à l'Ukraine le statut de pays candidat à l'adhésion. Les États-Unis restent le plus grand fournisseur d'aide. La Chine se positionne comme neutre et appelle à la paix, tout en apportant un soutien économique et diplomatique à la Russie, et y voyant une opportunité de contester la domination américaine. D'autres grands pays, comme l'Inde et le Brésil, ont essayé de marcher sur la corde raide, évitant de prendre clairement parti, tout en faisant face aux retombées économiques de la guerre. En Ukraine, la figure centrale est le président Volodymyr Zelensky. Avant la guerre, il était un acteur et humoriste célèbre. Il a été élu en 2019 sur la promesse de mettre fin à la corruption et d'apporter la paix. Quand la Russie a lancé son invasion, beaucoup s'attendaient à ce qu'il fuit. Au lieu de cela, il est resté à Kiev et a diffusé des messages vidéo défiants. Il est devenu le visage mondial de la résistance. De l'autre côté, Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, ancien officier du KGB. Il a dirigé la Russie plus de 2 décennies, consolidant son pouvoir. Il voit l'effondrement de l'URSS comme une catastrophe. Il perçoit l'Occident et l'OTAN comme une force agressive. Son invasion de l'Ukraine est l'aboutissement d'années de griffes. Il nie la pleine souveraineté de l'Ukraine. C'est un leader calculateur et déterminé. Le rôle des États-Unis et de leur président est essentiel. En tant que chef de l'OTAN, les États-Unis ont donné le ton. L'administration a présenté le conflit comme démocratie contre autocratie. En fournissant la plus grande part de l'aide militaire et du renseignement, ils ont aidé l'armée ukrainienne. Alors que nous sommes ici, fin 2025, il est plus clair que jamais que la guerre en Ukraine n'est pas seulement un conflit régional. Ses conséquences sont comme des ondes de choc qui se sont propagées à travers le monde entier, nous affectant tous d'une manière que nous ne réalisons peut-être même pas. Le premier et le plus immédiat impact, bien sûr, est l'immense tragédie humaine. Des millions d'Ukrainiens ont été contraints de fuir leur foyer, créant la plus grande crise de réfugiés en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. D'innombrables vies ont été perdues, militaires, civiles, et des villes entières ont été réduites en ruines. Les cicatrices psychologiques de cette guerre sur une génération d'Ukrainiens, et même de Russes, dureront des décennies. Sur le plan économique, la guerre a provoqué des secousses dans le système mondial. La Russie est un exportateur majeur de pétrole et de gaz. L'Ukraine est un fournisseur clé de céréales et d'huile de tournesol. Le conflit et les sanctions ont perturbé ses approvisionnements, entraînant une flambée des prix de l'énergie et des denrées alimentaires dans le monde entier. Les pays plus pauvres d'Afrique et du Moyen-Orient ont été particulièrement touchés, faisant face à la menace de pénuries alimentaires et de troubles sociaux. La guerre a également remodelé le paysage géopolitique, inaugurant potentiellement une nouvelle ère de confrontation mondiale. Elle a redonné de la vigueur à l'alliance de l'OTAN et a tracé une ligne nette entre l'Occident et un partenariat croissant entre la Russie et la Chine. Nous assistons à une division du monde en blocs concurrents, rappelant une nouvelle guerre froide. Cela rend la coopération internationale beaucoup plus difficile sur le changement climatique,
sur les pandémies et sur la non-prolifération nucléaire. En conclusion, la guerre en Ukraine est un conflit d'une complexité stupéfiante. C'est une guerre de territoire et de ressources, mais aussi d'histoire, d'identité et de l'avenir de l'ordre international. Il n'y a pas de réponse simple ni de solution facile. Elle sert de rappel puissant et tragique que la paix est fragile et que les principes de souveraineté nationale et d'autodétermination doivent être défendus. Pour nous tous, c'est une invitation à regarder au-delà des gros titres, à chercher à comprendre les racines historiques et politiques profondes des conflits et à réfléchir au type de monde dans lequel nous voulons vivre. Comprendre cette guerre n'est pas seulement un exercice académique, c'est crucial pour être un citoyen du monde informé.